ce soir, au nom du CEVA, je vous souhaite la bienvenue pour le, si je ne me trompe pas, troisième ou quatrième débat organisé dans le cadre de cette exposition Unbuilt 2. Vous voyez, on est en fait au milieu de l'exposition, une exposition qui focalise sur la jonction Nord-Midi et tous les projets réalisés, surtout les projets non réalisés pour cette jonction. Le long de cette jonction, pas mal de grands défis urbains contemporains se situent toujours. Ça veut dire du quartier nord, Manhattan, le quartier autour de la gare centrale, ce soir, le quartier du Midi. Donc on est toujours dans un lieu où on parle des lieux où les changements urbains ont lieu, se situent, se manifestent, et encore beaucoup de défis et beaucoup de projets se juxtaposent, on pourrait dire. Ce soir, on a un débat, une conversation à 4, si je me compte aussi. 3 autres intervenants. Maarten Leenaerts, de la part de Perspective, agence de planification, je dirais, de la région Bruxelles-Capitale. Jamel Klouch, urbaniste, architecte pour l'AUC, qui a été impliqué dans l'élaboration d'un schéma directeur et maintenant d'un PAD, plan d'aménagement directeur pour la zone du quartier du Midi. Et Stéphane Sonneville, d'Athénor, promoteur actif, on vient d'en parler, dans toutes les zones d'importance de Bruxelles. Donc si on a une zone où vous n'êtes pas actif, ça veut dire que ce n'est pas important, je rigole, une première fois. On doit excuser Gwenaël Brees qui a annulé sa participation parce qu'il n'était plus vraiment au courant des derniers développements dans le quartier. Il ne se sentait pas tout à fait à l'aise de représenter les dynamiques. Mais je crois que les dynamiques j'espère que les dynamiques et les opinions seront dans la salle pour continuer le débat avec vous. C'est un débat, ça veut dire que ce n'est pas une conférence, mais en même temps, c'est une opportunité pour mettre sur la table où on est, quels sont les projets en cours, quelles sont les réflexions sur le quartier du Midi de la part du côté public, de la part du côté privé, quelles sont les conversations qui ont eu lieu et quelles sont les étapes qui vont suivre. Et on va parler de différents défis ou aspects de ce quartier du Midi. Comme on a un Français entre nous, Jamel, on va parler en français ce soir. Et qu'en français, normalement à Bruxelles, chacun parle sa langue. Si vous voulez poser des questions en anglais ou en néerlandais ou en allemand, je vais essayer, mais je ne suis pas très bon en allemand. Mais je vais traduire pour que tout le monde ici devant peut suivre la conversation. Sur le quartier du Midi, c'est très intéressant. J'ai eu l'occasion d'avoir une visite guidée par Audrey Comtesse, qui est commissaire de cette exposition. Et en fait, de l'autre côté, on trouve les projets pour la gare du Midi. Et en fait, c'est très intéressant de voir comment c'était extrêmement difficile de donner un visage à cette gare, parce la gare est sous les voies ferrées. Et donc, c'était extrêmement difficile de trouver une manière de coupler cette gare ferroviaire au trafic autoroutier. Et vous voyez en fait que dans les projets, chacun des projets essaye d'une différente manière de donner une sorte de symbole à cette gare. Et en fait, ça paraît pas une très grande réussite, on pourrait dire. D'un côté, on a peut-être ce qui est plus le cas aujourd'hui, c'est toujours le fait que l'entrée de la gare, c'est presque le garage. C'est quelque chose qui est le focus d'un des projets. Un tout autre projet inclut la gare presque dans un bâtiment industriel ou moderniste et cherche en fait d'en faire un atelier, une fabrique de la mobilité urbaine. Et là, on voit en fait que la recherche continue aujourd'hui. Si on voit la présence de la gare et la lisibilité de la gare même pour des gens, je dirais même ma mère qui vient à Bruxelles, elle a toujours du mal à sortir et à entrer dans cette gare du Midi, et je crois qu'elle n'est pas seule. Si on compare cette gare à d'autres gares internationales avec la même envergure, telles que St. Pancras ou la gare du Nord, ou d'autres gares internationales comme Rotterdam, qui est en fait une gare plus petite,
Ce sont des gares beaucoup plus lisibles, même si c'est des gares de passage et pas des gares terminus. Donc on a peut-être un défi en termes de comment cette gare pourrait être un lobby urbain au lieu d'un passage souterrain en dessous des voies ferrées. Mais si on regarde aussi, et ça on commence par la gare, mais le quartier du Midi, c'est bien sûr un quartier, ce n'est pas juste une gare. Il y a aussi un énorme défi dans le quartier qui a été nommé une zone de développement il y a 15 ans, 20 ans, avec des études et des plans très ambitieux pour cette gare. Et en fait, en ne pas ayant trouvé un accord entre la voix de la population, les ambitions publiques et les ambitions du secteur privé, je vais essayer de dire pour le moment, et on va en débattre, je crois que la situation est un peu entre tout. Il y a un peu de développement immobilier, il y a une gare qui n'a pas transformé juste avec des petites interventions d'une qualité la plus basse qu'on trouve dans les gares belges même, dans la gare du Midi. Il y a eu toujours un énorme défi entre l'accès de la part des routes et de la petite ceinture de Bruxelles vers la gare. Les grands bâtiments qui semblent presque être des bâtiments pour des voitures, mais qui sont en fait du bureau, mais qui tournent leur dos, on pourrait dire, vers les quartiers avoisinants. Et en fait, si on regarde l'importance de la gare et les projets qui sont aussi plus loin autour de la gare, les réaménagements à Saint-Gilles, les développements juste à côté de la gare, le redéveloppement de toute autre chose de l'autre côté de la gare, mais si on va plus loin vers Abattoir ou vers le canal, on voit qu'en fait tout autour, la géographie de Bruxelles change. Et peut-être c'est le moment, et c'est peut-être aussi le but de ce débat ce soir, d'échanger sur quelle est la vocation de cette gare, de ce quartier, de ce pôle dans Bruxelles. Quelles sont les réflexions actuelles? Quels sont les débats aussi actuels? Où est-ce qu'on n'est pas encore sûr? J'aime toujours bien quand un débat n'est pas juste des positions l'une contre l'autre, mais si on nomme aussi là où les éléments qu'on doit vraiment encore développer. Donc essayons d'avoir ce débat ce soir. On a quelques images très simples pour nous situer et pour avoir ce débat. La prochaine image, c'est une autre image du quartier. Jamel Clouche, qui est en train de développer le plan d'aménagement directeur, nous expliquera un peu les grandes lignes de ce schéma. Et M. Sonneville, du point de vue du projet, entre autres Victor, mais aussi le projet en cours, qui est dans un certain concours, pour le secteur privé, disons toutes les propriétés, 200 000 mètres carrés, si je ne me trompe pas, de la SNCB sont à la vente. Et en fait, un projet public est en cours et un projet privé est en cours. Comment ces deux projets vont se rencontrer dans une ville qui n'a pas une grande tradition de faire coopérer le secteur privé et le secteur public d'une façon extrêmement harmonieuse, pour le dire très poliment. Je peux expliquer après. On y va. Maarten, c'est peut-être intéressant de commencer par Perspective, parce que cette zone est redevenue, après une période où elle était moins dans l'attention publique, est redevenue une zone importante. Peux-tu nous expliquer à quel moment et pourquoi Perspective a lancé les travaux à nouveau sur ce quartier et a donc repris quelque chose qui a été construit il y a 15-20 ans, et où on en est, selon vous, aujourd'hui. Et puis, on va passer à Jamel. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille pour Perspective, donc c'est le bureau bruxellois de la planification. Et donc, je suis le maître d'ouvrage de Jamel, en quelque sorte. Et donc, je vais faire peut-être quelques pas en arrière, historique. Je ne vais pas faire tout l'historique du quartier, mais je crois que les années 90 ont clairement été une époque très importante pour la gare, avec l'arrivée des TGV,
À cette époque, beaucoup de spéculation a eu lieu. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs qui pensaient que ça devenait vraiment une gare où des bureaux pour des entreprises internationales pourraient se développer. Et donc, beaucoup de terrains ont été achetés à l'époque-là. Mais on a vu que c'était quand même difficile de réaliser ces projets, d'attirer aussi des firmes internationales. Aujourd'hui, je crois que 70% des surfaces de bureaux sont occupées par des administrations, donc par le public. Et donc, 70%. Ouais. Donc, en quelque sorte, à l'époque, années 90, beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme. Et puis, ça a duré, par exemple, côté Saint-Gilles, beaucoup 10 ans. Hein, donc, dans 10 jours, dans 10 ans, vous connaissez peut-être le documentaire par rapport à ce quartier. Il y a eu des expropriations pour développer des bureaux là. Et à l'époque, début des années 2000, c'était la SNCB qui avait en fait la coordination du développement du quartier. C'était un accord entre différents niveaux politiques, régions, le fédéral. Et donc la SNCB a travaillé sur le quartier, mais on a aussi vu qu'ils ont proposé à cette époque beaucoup de projets qui étaient vraiment très ambitieux. Trop ambitieux, on peut dire. Le grand bar de Jean Nouvel, côté Fonceny. Vous vous rappelez sans doute aussi le grand V au-dessus des voies ferrées. Il y avait, le miroir, en fait. Hein. Oui, avec le miroir. Donc, il y avait des grands tours de logements projetés sur le quartier France Barra. Donc, il y avait déjà le projet Victor dont M. Sonneville va pouvoir expliquer un peu l'historique aussi. À l'époque, c'était plus de 100 000 mètres carrés de bureaux. Donc au total, on arrivait à vraiment plusieurs centaines, voire 500 000 mètres carrés de bureaux en plus qui étaient projetés. Et la région s'était dit, oui, on ne va pas pouvoir évaluer projet par projet tous ces projets-là. Il faut une vision cohérente pour le quartier. Donc, on va arrêter un peu les demandes de permis qui ont été introduites à cette époque-là et on va d'abord élaborer un master plan pour le quartier. Et donc, ça, c'est où Jamel, avec l'AUC, avec tout un consortium de bureaux d'études, aussi mobilité, un enjeu très important évidemment dans un quartier de gare, sont apparus et on a développé à l'époque 2013-2014 le schéma directeur Midi, un document stratégique à l'époque que Jamel va expliquer en grandes lignes. C'était aussi le moment où la SNCB étudiait le dédoublement de la jonction Nord-Midi. Oui, déjà avant, mais aussi là, donc la saturation de la jonction Nord-Midi est apparue dans le processus de l'élaboration schéma directeur. À l'époque, ils avaient une idée de dédoubler la jonction Nord-Midi avec un grand tunnel en dessous de Bruxelles, de Forêt jusqu'à Schaerbeek, avec une gare internationale au niveau de la gare de Midi. Le bloc France Barra, l'îlot France Barra, donc entre la rue Barra et France, avec aussi la place Horta. Donc ça s'est apparu en fait après le lancement du schéma directeur. Donc on a dû intégrer en quelque sorte cette contrainte. Donc on peut revenir là-dessus pour voir si c'est toujours d'actualité ou pas. Mais voilà. Merci, ça c'est clair. Et maintenant le schéma directeur, plan aménagement directeur. On a eu un contact avant ce débat. Moi je lui ai dit que je ne pourrais pas dire de façon, pour être honnête, qu'est-ce un plan aménagement directeur? Donc effectivement, on a fait le schéma directeur. Donc c'est un plan stratégique qui donne les grandes lignes du développement, mais qui nécessite une traduction en termes réglementaires après. Il n'y avait pas d'outil régional à l'époque pour le faire. Donc, ce qu'on faisait aussi ailleurs, à Tour et Taxi ou à d'autres endroits, c'est le traduire dans un plan particulier d'affectation du sol, PPAS, qui se fait au niveau communal. Et donc, ici, ça serait les deux communes, Saint-Gilles et Anderlecht, qui traduiraient le schéma directeur en termes réglementaires, donc contraignant vis-à-vis des tiers, vis-à-vis du privé. Et on a vu
sur d'autres sites à Bruxelles, comment c'est compliqué, comment certains choix sont remis en question, le débat recommence, et donc ça prend parfois des années pour le faire. Donc les options stratégiques sont contredites Ouais. à nouveau dans l'élaboration du Ou PPAS. remis en question en tout Et donc cas. le PAD. Et le PAD, donc suite à ce constat qui est plus général qu'ici le quartier Midi, le gouvernement bruxellois a décidé d'introduire une réforme du code bruxellois d'aménagement de territoire et d'inscrire un nouvel instrument qui s'appelle PAD, Plan d'aménagement directeur, qui combine en fait un volet stratégique avec un volet réglementaire qui peut se faire donc au niveau régional dans le même mouvement, je dirais. Et donc, ça nous épargne des mois, des années de travail. Et ça donne plus de puissance au niveau régional aussi. Je pense que c'est important de le souligner parce qu'il y a évidemment toujours le lasagne de la gouvernance à Bruxelles. Et donc ici, le gouvernement régional prend en quelque sorte le lead, notamment sur les zones stratégiques au niveau régional, ce qui me semble avoir tout son sens. Je vais passer peut-être premièrement votre projet. Comment cette élaboration d'un schéma directeur a changé les projets, les programmes, les ambitions? Oui, donc pour que tout le monde voit bien, le projet Victor, c'est ceci. Hein. Voilà. Donc, et la sortie du TGV est là. Donc, on a acquis ces terrains en 2008. Et en 2008, on pouvait pressentir les enjeux de la ville. D'ailleurs, je communiquais et je communique toujours sur ces sujets en se disant qu'on allait devoir avoir une ville plus dense, une ville mixte, qu'il fallait aborder les enjeux environnementaux, qu'il fallait y mettre de la qualité architecturale, qu'il fallait veiller aux espaces publics et que la mobilité allait devenir un vrai problème. Et ça, c'est dans toutes mes déclarations de 2008, je veux bien vous les ressortir, même avant 2007 d'ailleurs. Et donc, il nous importait d'investir en tant que promoteur immobilier. Et voilà, il y a différentes sortes de promoteurs immobiliers, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on pense que la fonction du promoteur immobilier est d'aider à la transformation du tissu urbain, puisque la vie change, la ville change, et donc il faut adapter le tissu urbain. Et donc on est comme des agents transformateurs. Et donc on s'est effectivement, on avait cette réflexion que les alentours des gares allaient être des endroits extrêmement importants à l'avenir dans le développement des villes. Pourquoi ? Parce que, effectivement, pour des problèmes de mobilité renvoie aux problèmes environnementaux, problème aussi d'espace public et du comment vivre ensemble, puisque dans les gares, eh bien, il n'y a pas de classe sociale, donc tout le monde se croise. Des endroits, des espaces publics, effectivement, c'est là où on conjugue, on commence la mixité sociale. Et puis, il y avait aussi quelque chose de tout à fait intéressant qu'on a rencontré dans le quartier européen, c'est qu'il y a une confrontation des enjeux locaux et des enjeux régionaux. Il y a une confrontation de l'intérêt privé, personnel, avec l'intérêt général, l'intérêt public. Et qu'on peut justement jouer cette confrontation, ou on peut venir jouer notre rôle de proposer des projets qui pourraient, ou chacun, ou en tout cas une majorité, pourrait s'y retrouver. On pourrait conjuguer des intérêts privés et, je vais plutôt dire des intérêts particuliers et des intérêts généraux. Alors, c'est ce qui nous a motivés en 2008 et on est venu avec un projet assez ambitieux, essentiellement de bureaux, un projet qui avait été préparé par Christian de Porzenparc, qui a quand même une belle référence, un architecte français avec de belles références, qui a effectivement élaboré un projet assez ambitieux. Et ce projet a été déposé et en cours d'instruction de permis a été bloqué.
Voilà, on nous a expliqué qu'il fallait y mettre de la mixité et donc du logement, ce que j'ai accepté parce qu'effectivement ça entrait dans une logique que je défendais. Mais alors j'ai dit, mais alors il faut, pour que l'équation économique, et on me permettra quand même d'avoir une équation économique, pour que ça marche, il faut investir ce quartier, il faut que le pouvoir public fasse des déclarations sur l'avenir de ce quartier. Parce que déjà en 2008, le quartier n'avait pas une extrêmement bonne réputation. Et donc, il était possible de développer du logement, développer des espaces publics, à condition que les pouvoirs publics aient un engagement clair, volontaire, de dire mais finalement, cette gare, c'est une porte d'entrée extraordinaire pour Bruxelles. Et donc, on va valoriser, on va faire avancer les choses. Et dès l'instant où on nous explique qu'on va faire avancer les choses, moi, je veux bien changer le projet. Ce n'est pas il n'y a jamais un seul bon projet. Il y a une proposition et si elle reçoit l'adhésion, c'est bien. Si il faut changer le projet, pour moi, c'est bien aussi. Si je comprends bien, c'est aussi la période où, à Bruxelles, dans la région, disons, le taux de construction des bureaux a descendu ou a ralenti un peu, et c'est une remonte de la construction des logements, non? Ce que je dis, c'est qu'on se situe entre 2008 et 2013. Et il y a deux phénomènes extrêmement importants. C'est que la crise économique assez violente, et autre point qu'on ne souligne pas assez, c'est que Bruxelles est devenue leader en normes environnementales. Ça, il faut certainement saluer le travail qui a été fait par le gouvernement et spécialement les écolos à ce niveau-là. Et qu'aujourd'hui encore, Bruxelles est une référence en termes de normes environnementales. Et donc, alors qu'il y avait une demande moindre, une demande extérieure moindre pour les bureaux, il y avait par contre une demande quand même nouvelle pour des bureaux de plus grande qualité environnementale. C'est ainsi notamment qu'en 2010, 2011, 2012, j'ai développé le projet Upside avec la tour de logement, mais à côté, il y avait du bureau, et que tous ces bureaux, 30 000 m², ont été pris par des entreprises qui quittaient des immeubles obsolètes dans des quartiers qui n'étaient plus des vrais quartiers de bureaux et qui venaient se situer dans des quartiers plus en vue, plus trendy. Et j'ai toujours joué cette carte-là, à savoir que si on pouvait imaginer entre 2008 et 2013 qu'il n'y avait pas une demande plus grande de bureaux, il y avait une demande il y avait une obsolescence des bureaux, une obsolescence en termes de localisation, puisque les entreprises voulaient se rapprocher des gares, une obsolescence en termes environnementaux et par ailleurs une obsolescence en termes, puisque ça commençait, de way of working. Donc voilà, on commençait à vouloir travailler autrement. Et effectivement, j'ai continué à défendre ces idées et j'ai proposé un autre projet, mais voilà, ce que Martin a expliqué et ce que Jamel va expliquer bientôt, c'est qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de la région en disant votre projet, vous l'oubliez, on va refaire un schéma directeur et vous allez vous inscrire dans ce schéma directeur. Et voilà, j'ai répondu OK, d'accord, parce qu'on me disait qu'en 2014, avant les élections, le schéma directeur serait là et qu'on pourrait alors lancer le projet. Et donc, j'ai accepté 1/3 de logement et 2/3 de bureaux. Et vous avez travaillé, et nous sommes là aujourd'hui, 5 ans plus tard, et on me demande maintenant de changer encore, et je suis d'accord, donc je vais encore changer un peu le projet, parce que qui va me dire dans cette salle, est-ce que les problèmes de mobilité se sont résolus en 10 ans ? Est-ce que la qualité de vie des habitants de ce quartier s'est améliorée en 10 ans ? Qui peut dire quand les Français ou les Anglais sortent de ce train, ou les Allemands ou les Hollandais, est-ce que c'est super comme vue de Bruxelles ? Alors moi, je ne change pas mon discours. Bien sûr, je suis un promoteur. Bien sûr que j'ai j'ai une motivation financière. Oui, je ne vais pas me le cacher. Mais pas pour faire n'importe quoi, et je ne change pas mes idées en 10 ans. Alors, c'est clair. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il faut passer par un schéma directeur,
puis il faut passer par un PAD, mais pour le PAD, il faut changer le COBAT. Et donc, pour changer le COBAT, il faut mettre les régions et les communes d'accord. Donc, ce n'est pas les élections 2014, mais peut-être 2019. Voilà. Dans le programme du gouvernement 2014, le projet Victor était inscrit, en tout cas, pour être fait en 2019. Ouais. Maintenant, je ne sais pas s'il sera fait en 2024, mais entre-temps, je garde le sourire et je suis zen, et voilà. D'accord, c'est clair. Juste une dernière question avant qu'on... Le programme, combien de mètres carrés on a aujourd'hui, et le programme, donc 1 tiers, 2 tiers? Oui, donc on se situe aujourd'hui aux alentours de 30 000 mètres carrés ou 35 000 de logements. Et alors, on parle de 60, 65 000, ça dépend un peu de la partie de l'équipement, mais il faut aussi se rendre compte que depuis 2 ans, il y a un phénomène assez important qui se passe, c'est que le marché du bureau lui-même, et donc ça va peut-être être une bonne chose d'avoir postposé ce projet, le marché du bureau évolue dans le sens où le coworking est vraiment un phénomène fondamental. Et ça c'est... ça va, je ne suis pas trop long? Non, ça va. Ça change en fait la typologie des bureaux. Alors, ça change vraiment la typologie des bureaux. Et aujourd'hui, on doit regarder un immeuble du bureau en disant nous allons louer les étages à condition qu'il se passe quelque chose au rez-de-chaussée. Et donc, c'est bien sûr bien volontiers et tout à fait intéressé que je dis on va redessiner le rez-de-chaussée et même les premiers étages de manière à correspondre à la demande aujourd'hui. Et effectivement, des espaces de coworking, c'est beaucoup plus que des jeunes informaticiens qui travaillent en short. C'est vraiment une flexibilité. Tout le monde travaille en short. Voilà. C'est une vraie flexibilité qui est demandée aux entreprises et en termes de fournisseurs d'immeubles, d'espaces de bureaux. C'est même plus des espaces de bureaux, c'est des espaces pour travailler, il faut être beaucoup plus... Donc en fait, ça donne un élément pour inscrire de façon plus concrète le bâtiment dans son environnement. Voilà, et je continue à penser que c'est un endroit excellent pour y faire du bureau et pour y attirer. Et peut-être que ça videra des bureaux dans Bruxelles, mais des bureaux où on ne peut y aller qu'en voiture, ou peut-être des bureaux où on se serait mieux de faire du logement et donc de la reconversion. Donc, juste une dernière question, ça m'intéresse. Ça veut dire que le coworking, ça veut aussi dire que ce n'est pas juste un tenant, comment ça se dit en français? Donc, une entreprise? Oui, alors effectivement, il y a la présence de la SNCB qui a décidé de rénover ses propres bâtiments. Oui. C'est vraiment pas un souci, parce que j'ai lu un peu 2-3 trucs dans la presse, c'est pas un souci, c'était une option. Budgétairement, je ne m'en cache pas, ça aurait été plus intéressant pour eux de louer et de revendre leurs immeubles. Ils veulent vendre des immeubles pour financer leur rénovation. Je ne suis pas sûr que financièrement, c'est le mieux. Donc, ils vont rester dans ce bâtiment s'appelle le Tripostal. Tripostal, c'est ça. Lourdement rénové. Mais ça ne empêche absolument pas et ça ne diminue pas mon envie, mon souhait de proposer à cet endroit-là des bureaux de nouvelle génération, parce que je pense que c'est un endroit formidable pour y travailler, pour y et donc multi-tenant. Et multi-tenant, évidemment. Oui, ça veut dire que donc plusieurs entreprises se trouvent dans un bâtiment, ça veut dire aussi des espaces collectifs où ils doivent se retrouver au lieu d'un bâtiment et de la sécurité en bas. C'est très bien, mais je vais proposer ça, bien sûr. Non, super, merci. On continue le premier tour. Jamel, je ne sais pas s'il y a une commande pour... Non. Dieter, tu peux jouer commande pour le... Non, mais juste avant de montrer des images, je pense que c'est un exercice, c'est un cas d'école un peu Bruxelles Midi pour moi. Quand je suis arrivé ici, j'avais l'impression que j'arrivais sur un territoire de gare sur lequel il fallait faire un projet, où il y avait la dynamique, une gouvernance, des acteurs, puis que ça allait se dérouler normalement, logiquement, comme des choses... Enfin, on fait la même chose à Lyon. C'est un projet qu'on a eu... Lyon-Pardieu, c'est ça? Lyon-Pardieu, c'était... Peut-être on avait commencé Lyon 1 an avant. Bon, Lyon, les espaces publics sont en chantier, il y a des bâtiments qui sont en construction. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Voilà, l'urbanisme, il faut du temps, ça ne se fait pas en 1 an. Il faut bien 4 ou 5 ans pour mettre en place le projet. Et c'est vrai qu'ici, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à totalement comprendre les raisons de cette complexité. Mais j'ai l'impression, c'est comme quand on est dans un dîner, on a le vieux pot de confiture qui est très bon, mais
qu'on essaie d'ouvrir, on n'y arrive pas, on le passe de main en main, puis à un moment, il s'ouvre. Donc, je ne sais pas à quel moment il va s'ouvrir. Je ne sais pas si c'est 2019 ou 2024. Un jour, de toute Mais en façon, tous les cas, on va vivre vieux. Hein. mais en tous Autour les cas, d'une des un jour, il élections va qu'on aura, s'ouvrir. oui. Un jour, il va s'ouvrir parce que je pense qu'il y a énormément d'acteurs. Je pense que quand on discute avec tous les acteurs sont conscients qu'il faut faire quelque chose là. Enfin, je ne sais pas, nous on a fait juste... Enfin, vous connaissez tout, hein. Enfin, c'est le barycentre de l'Europe, hein, la gare de Bruxelles. Quand on regarde les connexions avec toutes les grandes capitales européennes, on est au centre de l'Europe. Et c'est vrai que quand on sort de la gare, on se dit c'est pas digne de ce barycentre. Enfin, en termes d'espace public, c'est obsolescent. En termes de programmation, c'est obsolescent. À tous les niveaux, c'est obsolescent. En termes de connexion avec les quartiers, c'est obsolescent. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des volontés. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire quelque chose. Mais ça bloque. Moi, je ne pourrais pas expliquer très exactement pourquoi ça bloque. J'ai plein d'anecdotes, mais globalement, ça bloque. On a jusque 9 heures, hein, donc. Peut-être à la fin, ça va. Non, mais je peux passer quelques images. Donc nous, on est arrivé. Il est vrai que quand on est arrivé, peut-être je peux les passer moi-même. C'est pas grave si je me mets là. Pour la télé, ah ouais, c'est dangereux. Ils ont perdu. Non, donc on nous a commandé ce schéma directeur de la gare Midi. Enfin, Martine a bien introduit la raison. Il y avait des projets qui étaient là. Eurostation, donc filiale un peu développeuse de SNCB, développer ses projets avec Jean Nouvel. Donc c'est des projets très puissants, hein, très forts. Donc Athénor était déjà présent avec son projet avec Christian Porzampar. Et la commande qui était posée à l'époque, c'était un concours. On avait l'impression que la région doutait de la programmation et qu'elle lançait un schéma directeur pour essayer de repenser un peu globalement ce territoire. Donc je vais vous montrer quelques images, mais très rapidement, de l'époque. Donc le site, vous le connaissez. Donc le périmètre, c'était un peu le quartier Midi. Donc nous, évidemment, la question qui nous était posée, ce n'était pas la gare. C'est territoire SNCB, tu n'as pas le droit de toucher. Hein. C'est notre territoire. Première complexité. Voilà, donc ça c'est première complexité. Alors que quand on travaille sur un territoire de gare, logiquement, le propriétaire de la gare, ou en tout cas le gestionnaire, qui est SNCF en France ou SNCB, devient partenaire du projet. Alors on a travaillé avec Eurostation, mais en tout cas les coudées n'étaient pas tout à fait franches. Donc ça c'est l'état actuel hein, de la gare en rez-de-chaussée. Donc vous le connaissez avec tous les dysfonctionnements, une pléthore d'infrastructures, une sorte de confusion entre pas mal de choses. Et l'idée, c'était juste un peu de rendre tout ça un peu plus fluide, avec l'idée que, évidemment, qu'un espace public, que l'espace public à l'extérieur soit en continuité des espaces intérieurs de la gare et qu'on puisse développer une sorte d'espace public métropolitain. À l'époque, on disait que ça pouvait devenir une sorte de grande place dans laquelle émergent des programmes, émergent des bâtiments. Et donc évidemment, tu en as déjà un petit peu parlé. C'est, Bruxelles Midi. Qu'est-ce que Bruxelles Midi dans le système des quartiers des gares bruxelloises ? Alors nous, à l'époque, on avait dit Mini Manhattan, c'est un peu la gare monument, qui est ce bâtiment un peu monumental dans ce petit Manhattan. Bruxelles Centrale, c'était un peu cette promenade dans l'hypercentre, cette gare connectrice qui connecte des quartiers dans cette topographie. Puis Bruxelles Midi, nous tout de suite, on a dit qu'il fallait absolument sortir du 100% bureau. Parce que tous les projets étaient 100% bureau. C'est-à-dire SNCB, je ne sais plus le nombre de mètres carrés, mais c'était énorme, peut-être 400, 500 000. 100 000 mètres carrés côté Athénor. En gros, SNCB, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que SNCB est globalement propriétaire de tous les terrains autour de Bruxelles Midi. Et si SNCB bouge, le quartier Midi bougera. Ce qui est le cas aujourd'hui, en fait. C'est le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand ils mettent en jeu leur terrain, si ça se passe, ça bougera. Si ça se passe, ça bougera. Et tant que SNCB ne bouge pas, ce quartier ne bougera pas. Et je pense que la collectivité aura du mal à investir, par exemple, dans l'espace public, s'il n'y a pas de développement dans le secteur. Oui. Donc nous, voilà, c'était la première posture qu'on avait posée. C'est de dire que les gares, aujourd'hui, les quartiers de gare ont tendance plutôt à sortir de la monofonctionnalité, puis aller vers plutôt des quartiers composites, des quartiers mixtes, des quartiers hybrides,
Et ce que vient de dire M. Sonneville sur aussi l'évolution du bureau va très bien avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salariman qui bosse dans un bureau, même Reban, il a besoin d'une ville un peu sympathique en bas du bureau, avoir du co-living, un coworking, aller boire un café, manger dans un bon restaurant chinois, avoir un marché au pied de sa tour. Donc je pense que c'est peut-être les nouveaux critères de localisation du bureau, et on sort un peu de cette logique de la défense ou même des quartiers, enfin, de Bruxelles, quartier international à Bruxelles, qui était exclusivement bureau. Donc ça, c'était un peu le premier élément qu'on avait posé. Et puis après, on avait posé comme ça un certain nombre de diptyques un peu pour cette nouvelle identité. Donc évidemment, je l'ai déjà dit, c'est une gare mondiale, c'est une gare un peu barycentre à l'échelle de l'Europe, mais en même temps, elle est spécifique, c'est-à-dire dès qu'on se promène, dès qu'on sort du quartier de la gare, on va à Anderlecht d'un côté ou Saint-Gilles de l'autre, voilà, c'est très populaire, d'un côté même c'est très pauvre à des moments. Donc il y a aussi cette dichotomie ou ce paradoxe, faire gare internationale dans un lieu extrêmement populaire. Deuxième chose, c'est domestique plus visible. Donc tout à l'heure tu parlais de la visibilité, oui, elle est invisible. C'est-à-dire comment on la rend visible. Moi je pense qu'il n'y a pas d'enjeu à rendre une gare visible au XXIe siècle. Les gares monuments, c'est le 19e, hein, on construisait des très belles gares, gare de l'Est, gare du Nord, dans l'axe des grands boulevards haussmanniens. Mais même gare du Nord, gare de l'Est, en réalité, c'est du simulacre. C'est-à-dire la gare, elle est en sous-sol, hein, c'est une gare taupe. En réalité, tout se passe en dessous, c'est des souterrains, etc. Et après, il y a une domesticité qu'il fallait trouver, notamment dans les connexions avec les quartiers. Et puis après, il y avait un peu cette idée, comment on peut faire appartenir cette gare d'un côté à la métropole bruxelloise, parce que c'est quand même le point d'accès ou d'entrée dans la métropole bruxelloise, et comment elle participe d'une certaine manière aussi à la figure du Pentagone, qui est cette figure quand même qui identifie Bruxelles. Ça, c'était une image à l'époque, donc c'était assez dense, parce que quand on est arrivé, on a quand même hérité de beaucoup de mètres carrés. L'autre, il dit, moi j'ai 500 000 dans la poche. Stéphane Solvit te dit, j'en ai 100 000 dans la poche. On n'avait pas le droit de leur dire, non, vos 100 000 deviennent 20 000, d'une certaine manière. Donc ça, c'était pour nous un exercice. Il fallait jouer d'une certaine manière avec tout ce qui avait été négocié en amont par les uns et les autres. Et donc, on a développé un peu 4 dispositifs. Un, la géographie, donc vous le savez tous, hein, vous le savez mieux que moi, vous êtes, en tant que Bruxellois, on est sur la vallée de la Seine. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que oui, on était effectivement une équipe, Nicolas Firquet ici présent, Egis pour la partie mobilité et Bas Smets pour la partie paysage. Et on avait développé comme ça 4 grands dispositifs qui nous permettaient un peu de dessiner ou de construire cette gare habitante. D'abord, retrouver la géographie, qui aujourd'hui est là. Enfin, on s'est posé dessus, mais elle a disparu, qui devient un peu la structure publique. La surface d'échange, donc c'est un peu cette place, de quelle manière on redéfinit le hub de mobilité ou le hub métropolitain qui est la gare. Donc là, c'est plutôt une question de mobilité que Egis a portée. Surface, sous-face, donc il y a une question de sol urbain, mais surtout sous-face, parce que le plateau ferré est suspendu. Donc il y a aussi de quelle façon on traite les sous-faces et de quelle façon ces sous-faces deviennent aussi un enjeu de projet. Et puis ensuite, cette idée de skyline haut, skyline bas, pour dire, c'est ce qu'on essayait de vendre, c'est-à-dire qu'il fallait peut-être construire un skyline différencié, mais aussi dessiner un skyline bas pour offrir des aménités à la ville. Installer des services, installer des équipements publics. Dès lors que la gare devient habitante, on a besoin d'une crèche, on a besoin d'équipements, de services, etc. Et on pouvait dessiner une sorte de nouveau skyline pour la ville qui était en même temps à l'échelle du sol et à l'échelle du ciel. Je peux les passer très vite. Je n'explique pas tout, hein. Donc là, c'était un peu des analyses du territoire. Et puis l'idée, c'était un peu par juste un verdissement. Hein. C'est très simple, c'était des images un peu basiques. Hein. Ce projet-là, il faudrait encore le travailler. Mais montrer que cette vallée de la Seine, elle pourrait très simplement juste réapparaître et redonner un peu plus de confort. Je veux dire, aujourd'hui, on parle d'îlots de chaleur, on parle de canicule. Enfin, je sais pas, cet été, on a vu tout ça. Je pense que l'espace public autour de la gare Midi est un espace public qui est devenu, et plus on avancera, qui est en train de devenir de plus en plus inconfortable. Donc la question de la résorption des îlots de chaleur, de la fraîcheur,
voilà, d'aller chercher les qualités de la scène pour redessiner l'espace public nous semblait importante et permettait aussi, par là même, de créer des connexions entre les 3 communes, que sont Saint-Gilles, Anderlecht et Bruxelles, et de retrouver des liaisons un peu plus simples, plus faciles. Surface d'échange, ça c'est un dessin qu'on avait fait à l'époque, on avait fait la vision Bruxelles 2040. avec 51 N4E pour Bruxelles 2040. On avait fait cette carte, là elle est un peu fragmentée, des grands espaces publics bruxellois, un peu qui identifient d'une certaine manière Bruxelles. Et on avait l'impression que la gare, avec son environnement large, pouvait devenir une sorte de grande place, habitée, construite, utilisée, lieu d'échange, à l'échelle et identifiée autant que des espaces très reconnaissables. Alors, vous voyez un peu mieux ici. Donc évidemment, on posait là la question de comment réorganiser tout le système des échanges. Et en gros, nous, on a plutôt évacué la voiture de l'approche de la gare. Donc vous voyez, il n'y a plus du tout de voiture. Et on redonnait un peu plus de confort aux piétons, plutôt mobilité douce, et donner en tout cas un peu plus de largeur aux espaces publics. Donc avec des voies, plutôt les modes doux qui rentrent au cœur, et puis plutôt des accroches sur le quartier avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec plein de systèmes d'échange entre les trams, les métros, la gare, les bus, les taxis, qui donnaient une sorte d'ergonomie de l'échange autour des gares. Et après, sous-face, surface, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un sol, mais il y a aussi des toits, enfin, en tout cas des sous-faces de tous ces plateaux ferrés qui sont très présents sur le secteur. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même 2 bâtiments qui sont sublimes, qui sont le grand quadrilatère et le petit quadrilatère, voilà, que tu peux montrer, qui sont à l'intérieur des sublimes espaces, mais qui sont aujourd'hui inutilisés, avec des sous-faces, avec une structure, c'est eux qui portent un peu tout le plateau ferré. Et à un moment donné, évidemment, nous les fait rentrer dans le dispositif, mais presque comme un morceau de patrimoine ferroviaire. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai morceau de patrimoine ferroviaire, et de voir de quelle manière ils peuvent être contributifs un peu du renouvellement de l'identité de la gare. Bon, alors c'est un peu vieux, des fois j'ai oublié moi ce qu'on avait dessiné. On a dû dessiner beaucoup de choses là. Le sol, voilà. Et en fait, en gros, à la fin, en travaillant comme ça, en retravaillant le sol comme la sous-face, on passait d'un espace public... En noir, c'est l'espace public dédié aux piétons. Hein. Donc vous voyez, l'actualité aujourd'hui, ça n'a pas bougé, c'est comme ça. Hein. Donc ça veut dire qu'on passe son temps à traverser des voies, des rues, etc. Et l'idée, c'était plutôt de construire une sorte de domaine un peu piéton, mobilité douce, le plus large possible. Donc plutôt de dire que la gare, elle s'étend, elle se détend même, elle est étendue. Elle va chercher l'arrière-gare côté Anderlecht. Ça permettait aussi de stimuler des développements côté Anderlecht, parce qu'aujourd'hui Anderlecht se voit ou se pense comme une arrière-gare. Saint-Gilles plutôt comme une avant-gare, ou Bruxelles plutôt comme l'avant, encore plus avant. Et l'idée, en détendant l'espace public, ça redonne des avants. En tout cas, tous les territoires qui sont autour peuvent se transformer à la parcelle, hein, ce n'est pas nécessairement des grands développements immobiliers, de façon un peu intéressante. Et double skyline, c'est cette idée de dire que, voilà, il y a ce que vous voyez là en bleu, c'est que tout d'un coup, il y a des choses qui peuvent se passer dans tous les rez-de-chaussée. Donc on avait aussi travaillé un moment avec les propriétaires de la tour pour repenser leur socle, qui participe aussi un peu de quelque chose de très fermé, tout le rez-de-chaussée extrêmement fermé, qui à l'époque n'était pas fermé à faire évoluer tout leur rez-de-chaussée. Je pense qu'aujourd'hui encore plus qu'il y a quelques années. Donc il y avait aussi une réflexion donc, associée à l'espace public, une réflexion sur la programmation de tous les rez-de-chaussée, pas nécessairement à R, c'est-à-dire qu'il y a des rez-de-chaussée qui peuvent prendre 3-4 niveaux, certains qui sont bas, etc., etc. On avait d'ailleurs lancé une étude de programmation qui avait défini un certain nombre de choses. Voilà, donc c'était un peu ces principes-là, en se disant il y a des équipements qui peuvent s'inscrire, qui peuvent être partagés dans les bureaux, qui peuvent définir des lieux de partage, etc. Donc voilà, donc c'était un peu... En fait, c'est là, si on compare, disons, dans l'image que tu donnes, ouais, très bien, dans l'image que tu donnes,
tu focalises pas uniquement sur les hauteurs du bâtiment, sur les mètres carrés, mais surtout sur l'interaction entre les programmations entre sous-sol et c'était quoi, sous-face? Ouais. C'est ça. Ce qui définit en fait une zone où il y a l'espace public, beaucoup moins de voitures et des nouvelles programmations urbaines qui ne sont pas juste dédiées aux bureaux, mais aussi au logement et donc aux équipements publics dont une ville a besoin. Oui, parce que mon hypothèse, c'est que dans les quartiers de gare, plus il y a d'interaction entre des individus, plus ce quartier fonctionne. Donc si on veut le maximum d'interaction, donc il faut qu'il y ait des gens qui aillent travailler, il faut qu'il y ait des gens qui aillent habiter, il faut qu'il y ait des gens qui aillent prendre le train, il faut qu'il y ait des gens qui aillent prendre le bus, il faut qu'il y ait des touristes, etc., etc. Et quand il y a un maximum d'interaction, ça veut dire que même la ville, elle est plus résiliente, parce que même s'il y a une crise immobilière, elle est absorbée. Ouais. Alors que si on fait 100% bureaux, imaginez, on avait fait tous les bureaux qui étaient prévus. Aujourd'hui, c'est le monde du bureau, vous l'avez dit, il est en train d'exploser. Les gens, ils travaillent chez eux, voilà, ils n'ont plus envie d'avoir un bureau fermé. Je veux dire, on aurait pu se retrouver avec des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux obsolètes au cœur, au droit du barycentre ferroviaire de l'Europe. Je pense qu'à un moment donné, miser sur la mixité, c'est aussi miser sur une durabilité, et sur le fait que ce territoire peut s'adapter tout seul, quoi. Il a une capacité d'adaptation. Donc c'est très simple, hein. Nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'on est arrivé dans un jeu d'acteurs qui était déjà présent, et on a essayé juste de prendre les masses qui étaient en présence et de dire... donc on a passé beaucoup de temps avec l'équipe d'Athénor. Bon, au début, je me suis dit, il va claquer la porte, parce que c'est ce qu'on se disait juste avant. La première fois qu'on l'a vu avec Nicolas, c'était, je sais pas, il y a 5 ans maintenant, novembre 2013, vous disiez, et on lui annonce que son projet, c'est niette. Donc tu dis, waouh, tu dis, il va claquer la porte, il va partir. Et on lui dit, non, c'est gare habitante, c'est mieux de faire du logement. Donc évidemment, le logement, on peut aujourd'hui penser que c'est tout le monde, dans la tête de beaucoup de gens. À l'époque, le logement, c'était pas rentable. Personne ne veut habiter là. Mais sauf qu'en réalité, si on le fait, on change tout. Mais si on ne le fait pas, si on le fait pas, on a l'impression qu'on ne peut pas habiter là. Mais, donc il faut sortir du cycle vicieux, en fait, tu dis. Il y a eu une coopération qui s'est faite, on a changé le projet, on a redistribué les volumes. Et aujourd'hui, à l'époque, le schéma directeur qui a été approuvé, arrivait sur tous les territoires en mutation à 50% bureaux, 50% logement. D'accord. Et pour compléter l'état des lieux, maintenant, tout a changé dû au fait que la SNCB a décidé de vendre tous ces terrains et propriétés pour construire et rénover leurs propres bureaux. Donc tout va changer si ce projet se fait pendant les élections de 2031. Je rigole. Mais quel est l'état des lieux maintenant? Donc les principes qui sont là, c'est un schéma stratégique. Maintenant, vous développez le PAD. Ça veut dire, par exemple, la vision sur les équipements et les espaces publics et la mobilité sont maintenant négociés pour avoir un accord, mais aussi transcrire ça vers quelque chose qui est réglementaire. Sauf qu'il y a des choses qui ont bougé. Donc, par exemple, pour nous, la rue couverte, tout le monde voit la rue couverte. La rue couverte, c'est là où passe le tramway, justement sous une sous-face. À l'époque, la STIB, c'était un projet de la STIB, le tramway devait passer en souterrain. Ce qui libérait toute la rue couverte, et nous, on en faisait un lieu un peu emblématique. Un lieu emblématique où, parce que dès lors que tu enlèves le tramway là, tout d'un coup, tu peux dessiner une relation entre le grand quadrilatère et la gare. Tu peux traiter cette sous-face qui, en réalité, est très belle. Si vous la regardez, elle est super belle. Sauf qu'aujourd'hui, ils l'ont peinte, ils l'ont un peu bidouillé. Mais c'est très beau. Et l'idée, c'était aussi de créer presque un nouveau lobby de gare de ce côté-ci. Donc ça, par exemple... c'est donc plus le cas. Ce n'est plus le cas, parce que je pense qu'il y a eu une opposition de la ville de Saint-Gilles à ce que ce tram passe en souterrain, parce que je ne sais pas quoi, ça gênait la circulation, blablabla, ce qui est dommage, hein, c'est une bêtise. Donc aujourd'hui, on est en train aussi de réadapter le schéma directeur, parce que plein de décisions qui ont été prises, mais des décisions lourdes, je veux dire, quand tu dis on va mettre le tramway en souterrain, et qu'on l'a décidé, qu'il y a un DCE, un projet détaillé qui est dessiné, puis on dit non, finalement on ne le fait pas, tu vois, waouh. Bon, maintenant, non, donc la rue couverte reste la rue couverte, avec son tramway qui passe dessus. L'interface qu'on avait imaginée entre le grand quadrilatère, on avait imaginé plutôt de sédentariser un marché couvert, là,
parce que évidemment le marché, c'est probablement l'identité un peu de Midi, enfin du quartier Midi. Et l'idée, c'était de dire que sous le Grand Quadrilatère, on peut avoir un marché plus sédentaire, où je sais pas, on peut manger des crevettes grises, par exemple, et boire une bière en attendant son train. Et que c'était peut-être une adresse intéressante quand tu arrives à Bruxelles, tu peux boire un coup. Et puis il y avait aussi un hub de mobilité pour les vélos. Enfin, donc il y avait quelque chose qui était Ce qui extrêmement n'existe pas non cohérent, plus. Ouais. extrêmement cohérent en matière de mobilité, de programmation. Ouais. Mais aujourd'hui, le projet, il est un peu, il se casse parce qu'il y a des décisions un peu. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu de la tradition à Bruxelles. Il y a toujours des décisions un peu qui viennent un peu casser le. Qui n'ont donc pas suivi la logique. Non, établie. alors même que ce document a été approuvé, c'est-à-dire que tous les acteurs, que ce soit SNCB, les communes, la région, la STIB, enfin, tout le monde le connaît, il y a eu des concertations, etc. Donc aujourd'hui, on en est là, donc il faut réadapter, parce qu'il y a plein de petites choses qui bougent, qui font que le PAD, enfin, on reste un peu sur les grands principes, mais on réadapte certaines hauteurs, on réadapte certains espaces publics, on réadapte un certain nombre de choses. En fait, il faut faire avec les décisions. Aujourd'hui, nous sommes en cours, donc je ne peux pas montrer parce que nous sommes encore en train de récolter toutes les informations, mais, Ouais. mais le principe reste le même, mais c'est un peu moins puissant parce qu'on a perdu 2-3 choses quand même. Ouais. Et pour une dernière question, le PAT est en cours et le concours dont vous participez pour les terrains SNCB est en cours. Comment gérer cette simultanéité? Disons qu'on a pas mal travaillé avec SNCB ces derniers mois pour fixer les règles minimum qu'on a inscrits, qui sont inscrits, j'imagine, dans le cahier. Je n'ai pas vu le cahier des charges, mais dans le cahier des charges qui est délivré aux équipes. Ils vont choisir une équipe lauréate, je sais pas, dans quelques mois, et à ce moment-là, ça va se régler. Mais en tout cas, ils ont des éléments minimums qui leur permettent de rentrer un peu dans le dispositif. Martin, je peux te poser la question. La région est-elle impliquée dans ce concours entre SNCB et secteur privé? On a été informé du souhait du projet de la SNCB, donc on peut peut-être passer aux photos aériennes pour bien montrer où les enjeux en lien avec la SNCB se situent. C'est le premier. Donc, le projet de la SNCB, c'est la vente, effectivement, comme tu l'as dit, des terrains et des bâtiments SNCB pour se concentrer, pour ses propres besoins, son siège social, ici dans l'immeuble tripostal avec les 2 ailes, sachant qu'aujourd'hui, le bâtiment qui est vide depuis 20 ans a 51 000 m² et ils ont besoin de plus, ils ont besoin de 80 000 m², donc il faut agrandir, ça c'est certain, donc ici quelque part. Et donc ils vendent pour l'instant ici, c'est ce qu'on appelle l'îlot France Barra, parce que ça c'est la rue de France, rue Barra, et donc, mais ce n'est pas tout l'îlot, c'est ici en fait la majorité de l'îlot. Ici les bâtiments Delta et Zennewater, donc ce sont les bâtiments ici au carrefour. Et puis encore le bâtiment Bad Saint-Gilles à la Petite Ceinture, le bâtiment Atrium, un grand mastodon très fermé envers le quartier. Ça, c'est en vente. Donc, et tout ensemble, hein, tout ensemble. Donc la logique de la SNCB, c'est en vendant toutes ces propriétés, ils veulent financer donc la réalisation de ce projet. Donc ça, c'est la logique qui est... En fait, c'est une partie de ville en vente. Ouais. Donc ça, c'est une logique qui n'est pas une logique de construction de la ville ou urbanistique, c'est simplement économique. Et donc, il faudra quand même encore attendre le réaménagement de tout le monde dans le nouveau bâtiment avant qu'on peut s'attaquer aux autres. Et donc ça... Oups. Et ça fait partie des risques qui seront aussi pris des risques qui sont pris par les promoteurs, sachant qu'il y a un délai très long de développement. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, on a été informé par la SNCB du lancement de ce projet.
on n'a pas pu remettre en question ce grand projet. On aurait peut-être pu, comme région, dire où ça va à l'encontre de nos enjeux et parce qu'on veut aussi acquérir peut-être quelques terrains stratégiques pour avoir un levier en plus pour le développement du quartier. On va bloquer tout. Ça, c'était une option. On n'a pas pris cette option. On a pris l'option, ah oui, OK, c'est quand même une opportunité pour le quartier, pour débloquer en fait pour le quartier. débloquer tout le quartier. Et donc, on s'est inscrit en quelque sorte dans la démarche, tout en cadrant au niveau urbanistique ce qui sera possible. Et donc, le PAD, et ce n'était pas dans le schéma directeur parce qu'à l'époque, SNCB n'avait pas encore le projet, on ne savait pas quoi faire avec le tri postal, on n'avait pas encore des projets ou des lignes directrices pour France Barra, par exemple. Ouais. Et donc, maintenant, sachant que le PAD n'est pas encore là, parce que bon, ça prend du temps d'élaboration, on a quand même déjà donné aux candidats de la SNCB un premier cadre qui n'est qu'une esquisse pour l'instant, parce qu'il faut une étude d'incidence, évidemment, il faut une approbation avec des enquêtes publiques, tout ça est encore à venir, mais déjà pour un peu orienter les propositions qui seront faites à la SNCB. Donc, l'état juridique urbanistique de ces terrains ne permet pas de construire n'importe quoi. Ça veut dire que les décisions dans le PAD vont déterminer les capacités, disons, les potentiels pour construire. C'est ça? Oui, donc maintenant c'est le cadre général ici à Bruxelles qui compte, c'est le plan d'affectation du sol, le règlement d'urbanisme. Donc au niveau des gabarits par exemple, il faut assurer une cohérence et donc voilà. Merci. Je vais peut-être, parce que dans ce jeu de vente d'une partie de la ville, il y a 4 acteurs, si j'ai bien compris, qui sont en compétition pour construire cette partie de la ville. Vous connaissez depuis la Tour Victor l'élaboration depuis 2008 du schéma et maintenant du PAT. Comment ça fonctionne en coopérant avec un schéma qui est lui aussi en développement dans l'élaboration de votre proposition? Bon, vous suivez les principes pour les équipements publics, les programmations pour le projet Victor lui-même? Non, pour le projet SNCB par exemple. SNCB, alors. Je sais que vous n'allez pas montrer les dessins, hein, mais peut-être dans les principes. Alors, c'est un sac de nœuds dans un sac de nœuds. Pourquoi? Parce que, il faut rappeler, la SNCB est une entreprise très fortement endettée, et donc un des objectifs, mis à part le fait que les trains doivent arriver à l'heure, est l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, en quoi cette opération-ci va influencer l'équilibre budgétaire? Donc on a 80 000 mètres carrés à rénover, pas facile parce que l'immeuble est vide depuis longtemps et c'est un immeuble ancien. Donc aller y mettre, on est obligé de le faire du passif, c'est une obligation aujourd'hui à Bruxelles. Donc faire un immeuble passif d'un immeuble qu'il faut rénover, qui est un immeuble ancien, augmenter les capacités, puisqu'il faut à peu près 80 000, ça a un coût. Et la SNCB veut financer cette rénovation par la vente de ces immeubles. Alors, vendre 100 et quelques mille mètres carrés pour en financer 80 000 de lourdes et compliquées rénovations, savoir que ça ne va pas être évident de travailler là. Il y a des trains d'un côté, il y a la rue Fontenay de l'autre, il y a des trams compliqués, très compliqués. Ça ne va pas se faire tout de suite non plus, donc c'est une opération qui est étalée dans le temps. C'est une opération où aujourd'hui on n'a pas encore de certitude urbanistique. J'ai bien entendu qu'il y a un PAT, mais enfin, tu l'as justement rappelé, il y a le jeu démocratique des enquêtes publiques qui va se faire. On va pas échapper à ça, c'est normal. Et même des élections. Normal. Oui, c'est tout à fait normal. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, on n'est pas, les 4 concurrents ne travaillent pas dans une certitude qui pourrait leur permettre de mettre un prix par rapport à ce qu'ils doivent acheter pour compenser ce qu'ils doivent délivrer, ce qu'ils doivent construire.
Et donc, on verra les résultats des propositions des 4 groupes, et fort à parier que les budgets ne seront pas équilibrés. Et donc, je me demande bien quelle sera l'évolution si on remarque que les 4 groupes qui sont des groupes, mes concurrents sont tout à fait des gens professionnels et très compétents. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas l'équilibre budgétaire? Est-ce qu'on accepte un nouveau déficit qui va quand même s'étaler dans le temps, hein, et qui va hypothéquer, encore une fois, le développement de ce quartier. Donc si ces c'est terrains assez... bougent, le quartier bouge, mais vous dites en fait c'est pas super sûr. Mais oui, c'est ça que je dis, c'est un sac de nœuds dans un C'est ça. sac de nœuds. Alors il y a des manières plus simples, effectivement, d'équilibrer les comptes de la SNCB et de faire bouger le quartier. Bon, alors comment ça va devenir? Les choses plus simples, c'est effectivement, il y a des projets de bureau, dont Victor, mais évidemment, je plaide pour ma chapelle, mais j'ai d'autres alternatives, mais c'est quand même plus simple de placer la SNCB dans un projet Victor et de vendre parcelle par parcelle, parce que la SNCB en obtiendra le meilleur prix pour un quartier qui va se développer petit à petit. Parce qu'un quartier ne va pas d'un coup exploser. On ne va pas construire combien de logements? 3000 logements en une fois. Ça n'existe pas, ça. Ça ne peut être. Il faut la vision globale et puis la mise en œuvre étape par étape. Ce n'est pas vers ça que le concours de la SNCB nous guide. Bon, donc, ça énerve un peu mes collaborateurs parce que je dis, il faut dire ce qu'on pense de ce concours. C'est un concours compliqué et je ne sais pas trop évaluer, mais puisqu'on le fait, on va le faire très sérieusement. Et donc, on va venir avec des propositions très sérieuses. Pas pour casser ce concours, pour dire, bon, si c'est ce que le politique veut, à la fois région, commune et SNCB, moi, je vais jouer le jeu sérieusement. Je ne vais pas y aller à reculons, je vais le faire. Mais je vais le faire en équilibrant les équations économiques. On ne me forcera pas à perdre de l'argent. Donc c'est compliqué. Très, compliqué. Et je pense que vous avez, vous, la région, beaucoup plus la clé que vous n'imaginez. Parce qu'à toujours vouloir rejeter la faute sur la SNCB, je crois qu'il faut définir ce que vous, la région, vous voulez pour ce quartier, ce que vous voulez pour votre région, et des acteurs privés comme Athénor, mais il y en a d'autres, hein, vont s'inscrire, et in fine, la SNCB sera bien obligée de bouger. Et c'est à vous, c'est vous, et je le dis depuis 10 ans, et je suis convaincu de cela. Prenez votre destin de la région en main. N'attendez pas qu'un promoteur privé le fasse. N'attendez pas que la SNCB le fasse. C'est un sac de nœuds politiques, hein, le conseil d'administration de la SNCB. N'attendez pas ça. Jouez la carte de la région. Mettez en œuvre votre plan. Et la SNCB se placera dedans. Donc si je résume, bien obligée. J'avais pensé que dans 3/4 d'heure, on aurait pu faire un peu le bilan de ce quartier. Ça prend beaucoup plus de temps, mais je crois qu'on y est presque. Si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que c'est incroyable ce concours dont vous participez. On va le faire très sérieusement, mais il ne faut pas changer toute la logique publique pour ce quartier, parce que ce n'est peut-être pas le dernier concours qui aura lieu sur ce quartier. Si je résume un peu de façon provocante. C'est le temps d'ouvrir le débat à la salle.